Bonjour, nous recevons Bernard Poignant, ancien député maire de Quimper, ancien conseiller de François Hollande à l'Élysée. Vous avez écouté hier soir, plutôt dimanche soir, le Premier ministre. Est-ce qu'il vous a convaincu ? Convaincu, je n'ai pas cherché à me faire convaincre. J'attendais des informations plutôt que des analyses. Je trouve qu'il n'avait pas de choses énormément à annoncer. C'était pas très précis. C'est pas très précis. En réalité, il l'a dit lui-même d'ailleurs, il donne des informations, il donne beaucoup de statistiques, mais son intervention d'information réelle est probablement fin avril, puisque là, il a dit clairement qu'à ce moment-là, il pourra donner aux Français une stratégie, pour le déconfinement. De déconfinement. Bon, moi, j'attends en fait le fin avril pour avoir la réalité des choses. Même Vous si avez vécu aux côtés de François Hollande les attentats terroristes. En quoi c'est différent la crise qu'on vit aujourd'hui, puisque le président parle lui-même d'une guerre. C'est plus la guerre contre la terreur, c'est la guerre sanitaire. Voilà, on parlait de la guerre contre la terreur à l'époque aussi. C'est très différent parce que c'est triste à dire, mais lorsqu'un attentat est terminé, il est terminé. Donc il faut aller chercher les coupables, il faut soigner les blessés, malheureusement bien sûr enterrer les morts, mais aujourd'hui c'est très différent parce que vous avez un ennemi bizarre. Il est invisible, en réalité c'est un rôdeur, puisqu'on nous dit que tant qu'on n'a pas de médicaments et tant qu'on n'a pas de vaccin, il sera présent et on devra faire attention. Le terrorisme, c'est différent, c'est une guerre permanente, il faut des politiques de renseignement, il faut des interventions de l'armée, ça n'a rien à voir. Même si ça secoue la population un peu de la même façon. Dans cette lutte contre la crise, contre le coronavirus, que certains d'ailleurs qualifient de guerre, comme le président, mais d'autres contestent, comme le président allemand, cette appellation. On a un peu l'impression que tous les défauts du centralisme français réapparaissent, à la fois une centralisation, un manque de réactivité, d'anticipation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, de toute façon, pour une telle crise, que le pays soit unitaire comme le nôtre ou qu'il soit fédéral, c'est l'État qui, de toute façon, prend les choses en main. Alors, il peut être un État régional ou un État central ou un État fédéré comme aux États-Unis, mais de toute façon, c'est l'État et la puissance publique qui prend la manette. Oui, mais enfin, l'État fédéral allemand a autrement mieux réussi que nous jusqu'à présent. Oui, mais pas forcément parce qu'il est fédéral. On dit que la compétence sanitaire est déléguée aux Länders. Oui, mais si la compétence sanitaire était déléguée aux régions, il faudrait régionaliser la cotisation maladie et la CSG. Parce que notre système hospitalier n'est pas financé par le Saint-Esprit. Il est financé par maladie et bien sûr les mutuelles et les complémentaires. Donc il faudrait revoir la totalité du financement. Je crois d'abord que la France n'en est pas prête et en même temps ça peut aussi générer des inégalités puisque vous avez des régions chez nous comme des États ou des Länder qui sont plus riches que d'autres. Donc je pense que par exemple pour transférer les malades en réanimation, c'est peut-être plus facile d'avoir un État centralisé. Comment vous expliquez, Bernard Poignant, que finalement le président Macron ne bénéficie pas de cette crise, contrairement à ses homologues européens, évidemment Mme Merkel, dont la gestion est remarquable, mais aussi le président italien Conte. Oui, de toute façon, le gouvernement et le président sont impopulaires depuis plusieurs mois. Donc je pense que on ne retrouve pas et de la confiance et de la popularité aussi rapidement que ça. Et du coup, je ne suis pas surpris par ces chiffres. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que la popularité a grandi quand même, pour Macron comme pour Philippe. C'est la confiance. Elle est un peu retombée. C'est surtout la confiance. C'est-à-dire que quand je regarde les sondages, la population a l'air de dire que, bon, même s'il faut se ressouder autour de l'exécutif, quand on regarde les audiences de télévision, c'est assez net, mais il y a toujours du doute ou du manque de confiance concernant l'exécutif. Vous croyez à un gouvernement d'union nationale ? Non, je n'y crois pas parce que je ne le vois pas. Ça voudrait dire que des formations politiques, aujourd'hui dans l'opposition,
rejoignent la majorité dans une coalition. Ça, je le sens pas. Les gouvernements d'union nationale ont existé en France, rares, peu durables, et toujours en régime parlementaire, parce que depuis le régime à dominante présidentielle, il n'y a jamais eu d'union nationale. Il y a eu des débauchages, il y a eu de l'ouverture, mais il n'y a pas eu ce qu'on appelle une union nationale, c'est-à-dire des formations politiques d'opposition acceptent de rejoindre l'exécutif en place. Si c'était le cas aujourd'hui, ça voudrait dire qu'ils sont contraints de soutenir le président Macron en 2022. Ça, je crois qu'ils n'y sont pas prêts. Alors sur la réalité de cette crise, il y a quand même effectivement des doutes qui s'expriment, notamment sur le sentiment qu'on en a trop fait, qu'on a alimenté la psychose. Il y a tout de même 600 000 morts par an en France, pour différentes raisons, accidents de voiture, AVC, cancer, etc. Là, on focalise sur le plan médiatique depuis des semaines l'attention sur ce virus. Alors, bien évidemment, on comprend le souci de soulager les hôpitaux, de casser un peu la courbe, mais cette humanité dont parlait le président allemand à l'égard des générations, des anciens, va nous coûter extrêmement cher. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'autres maladies, beaucoup d'autres accidents qui font beaucoup de morts. Celui-ci, je le compare moins à la grippe espagnole d'il y a un siècle. Parce que je pense que si on ne faisait rien, comme ça s'est passé pour la grippe espagnole il y a un siècle, on n'a rien fait, on l'a laissé vivre. Il y a eu des dizaines de millions de morts. Je pense qu'aujourd'hui, ce virus-là pourrait avoir le même résultat. Et du coup, il faut en faire beaucoup. Trop peut-être. C'était les chiffres qui avaient été énoncés au départ. On craignait que cette pandémie fasse 300 000 morts. C'est ce qui avait été annoncé à Macron en France. 300 000 à 500 000 morts. Bon, finalement, on est quand même très en dessous pour l'instant. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude d'un Donald Trump, par exemple, qui, je ne parle même pas de Bolsonaro, mais de Trump qui s'en prend aux gouverneurs démocrates qui ne veulent pas réouvrir les lieux publics et faire redémarrer l'économie? D'abord, il est contradictoire, parce qu'il a dit lui-même que c'était au gouverneur de décider ou non le confinement. Donc il est contradictoire. Ceux qui l'ont fait, en fait, ont respecté sa consigne. Puis il a une obsession, c'est sa réélection. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est assez proche de l'élection américaine le 3 novembre prochain, et cette élection est décisive pour lui, pour son camp, bien sûr, puisqu'il a été jusqu'à soutenir ceux qui prônent le déconfinement. Et cette élection américaine, aujourd'hui, et même hier, mais encore plus aujourd'hui, n'est pas une élection seulement américaine. C'est une élection mondiale décidée par les Américains. Et donc, son courant politique est obsédé, et lui-même obsédé par sa réélection, d'autant qu'il ne faut pas oublier qu'il n'a pas été élu avec une majorité de voix. Il a été élu par une majorité de délégués. Et je vois d'ailleurs les États américains qu'il met en cause, notamment le Wisconsin, notamment le Michigan. C'est là où il a gagné l'élection. Okay. Donc il en fait un maximum. C'est pas innocent. Autre question, Arnaud Montebourg et beaucoup d'autres prônent la démondialisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des chances de se produire? Alors en ce moment, d'abord, on vit la décroissance. On l'a vu en direct. Et on vit la démondialisation en direct. On sait très bien que la décroissance, c'est les pauvres qui la payent, et la démondialisation, c'est les pays pauvres qui la payent. Je pense que les échanges mondiaux ne cesseront pas. Ils reviendront. D'abord, les grands échanges mondiaux, je ne vois pas comment la France peut s'en passer, puisqu'elle doit importer le pétrole, qui nourrit la pétrochimie, elle doit importer le gaz, qui nous chauffe, elle doit importer l'uranium, qui nous éclaire. Nous ne produisons pas un gramme de coton et pas un gramme de laine pour le textile, et une part importante de l'alimentaire vient de l'étranger. Tant mieux s'il y a des circuits courts, ça je suis d'accord, mais on ne nourrira pas la région parisienne en circuit court. Tant mieux si on utilise moins de pétrole, mais je pense que les échanges mondiaux reprendront différemment. Je pense qu'il y aura des adaptations, par exemple pour la France. Je pense qu'un certain nombre de filières... Relocalisation, vous y croyez? Relocalisées, notamment pour la santé. Ouais. Par exemple, pour les masques,
l'erreur n'est pas d'en avoir insuffisamment en stock, c'est d'avoir une production uniquement chinoise. C'est ça le problème. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout un danger d'étatisation quand Emmanuel Macron se vante presque de payer les salaires des Français en ce moment? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un point de bascule où l'étatisation du système français va détruire notre économie, un peu comme l'URSS s'est effondrée à cause du poids de la dépense publique et de l'absence de transparence, ce qui n'est pas le cas en France? Alors aujourd'hui, l'État paye des millions de Français. C'est pas l'État qui les paye, c'est la dette qui les paye. Et donc je pense que demain, d'abord il faudra faire repartir l'économie, mais une économie dans la liberté. Je pense que les Français tiennent beaucoup, ça peut paraître paradoxal dans ma bouche, ils tiennent beaucoup au libéralisme. Libéralisme politique, libéralisme culturel, libéralisme économique, dès lors qu'il est régulé et que c'est pas... Je ne sais pas s'ils y tiennent beaucoup, ils parlent tout le temps de néolibéralisme. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, néo ou ultra? Qu'est-ce que ça veut dire? L'économie de marché ne va pas disparaître. Moi, j'ai pas du tout envie d'une économie administrée, modèle soviétique. Donc, l'économie de marché va subsister. Alors, par contre, l'État a son pouvoir, a sa décision, d'aider à des relocalisations, d'intervenir auprès d'industries ou d'entreprises stratégiques, mais je pense que les gens vont aimer retrouver leur liberté. Liberté. Alors justement, de produire, liberté d'acheter. Donc je crois que ça va pas disparaître. Bernard Poignant, est-ce que vous avez des inquiétudes pour les libertés publiques? Parce que par un simple décret, le Premier ministre nous a interdit la liberté de circulation. On voit finalement que les Français sont assez soumis. On a cru que l'État vacillait au moment des Gilets jaunes, mais maintenant, il y a une forme de soumission, même si vis-à-vis du confinement, les comportements se relâchent. Êtes-vous inquiet pour nos libertés publiques? Alors, je pense qu'il faut faire attention à ce que ces libertés soient préservées. Si elles sont écornées, il faut que ce soit très provisoire, hein, au nom d'ailleurs d'un intérêt collectif et national. Mais pour être libre, il faut d'abord être vivant. Et je pense que c'est très important que l'État garantisse le plus possible notre durée de vie. Alors, peut-être qu'à un moment donné, il faut faire un petit effort, mais ça ne doit pas être un traçage définitif. En un mot, pour finir, pourquoi est-ce que la Bretagne semble privilégiée? Elle est moins touchée par le virus, son économie fonctionne encore, notamment l'agroalimentaire et l'agriculture? Alors, je n'ai pas de réponse scientifique à cette question, encore moins sanitaire, mais je remarque que dans la carte des hospitalisations, des réanimations, voire des décès, c'est le grand quart nord-ouest de la France qui est épargné. Et il m'est arrivé de dire à quelques-uns de mes compatriotes quimpérois, c'est parce que nous mangeons du beurre salé. Voilà. Très bien. Eh ben, je n'ai pas d'autre réponse. Ce sera le mot de la fin. Merci Bernard Poignant. Et on se retrouve demain avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud. À bientôt. Protégez-vous.